Le Chant du Coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à tous, bienvenue dans le Chant du Coq, le journal du mondial de Midi Olympique. En moins de 15 minutes, vous ne raterez rien de l'actu du jour au niveau de la Coupe du Monde. L'humeur du rédacteur en chef adjoint Léo Faure, un reportage sur les dispositifs de sécurité jour de match dans les villes hautes, toutes les infos inratables autour des équipes, un éclairage sur le jeu de l'Angleterre avec notre spécialiste, mais d'abord, on file à Aix-en-Provence, retrouver notre envoyé spécial auprès de l'équipe de France. Le Chant du Coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. Et c'est le grand, que dis-je, le grand, l'immense Marc Duzan qui est avec nous ce matin. Salut Marc. Salut Thomas, t'es flatteur. c'est toujours mieux pour commencer la journée, je trouve. Alors Marc, on va commencer bien sûr par prendre des nouvelles de notre 15 de France et surtout pour commencer de ceux qui étaient un petit peu blessés, un petit peu sur le flanc ces derniers jours. Antoine Dupont bien sûr, avec cette info autour de son masque, peut-être tu peux nous expliquer ça. Et puis ensuite, Julien Marchand, Paul Boudéan, Grégory Aldrit, Winnie Antonio, bref, il y en a de quoi dire. Ouais Thomas, écoute, on va commencer par Dupont, c'est la vraie bonne nouvelle de ce début de semaine. Antoine Dupont, blessé à la pommette jeudi dernier contre la Namibie, est attendu donc à Aix-en-Provence à l'hôtel des Bleus jeudi matin. Alors dans un premier temps, il n'est évidemment pas question d'entraînement et encore moins de contact, mais le capitaine tricolore va reprendre ses marques au sein du 15 de France avant peut-être de reprendre la course la semaine prochaine. De ce que l'on sait, tu en parlais au début de cet appel, Dupont doit aussi rencontrer un spécialiste pour envisager la réalisation d'un masque moulé sur son visage qui pourrait lui permettre d'amortir les premiers chocs à l'entraînement. Tu abordais aussi les cas Julien Marchand et Paul Boudéan, talonneur et troisième ligne de leur état. Marchand était blessé à la cuisse, Boudéan était sorti sur commotion cérébrale face à la Namibie. Ça va mieux, ils sont attendus face à l'Italie et ils se sont entraînés normalement hier à Aix-en-Provence face aux espoirs du club de Pro D2 d'Aix-en-Provence. Alors, ça fait beaucoup de bonnes informations, plutôt des bonnes nouvelles bien sûr. Tu parlais de l'entraînement à l'instant, Marc. Est-ce que cet entraînement, il a dégagé des tendances? Alors on est encore à une dizaine de jours du match contre l'Italie, ce sera le 6 octobre bien sûr au Groupama Stadium de Lyon. Est-ce que déjà on sent venir poindre ce qui pourrait ressembler à une compo, à des joueurs qui sont en train de faire leur place en vue de ce match-là? Comme tu le dis, on est encore loin du match. Il y a 10-12 jours avant l'Italie. Mais quand Galtier travaille avec une équipe, il y a pas de bluff avec lui, si tu veux. Donc, quand il travaille avec une équipe, il débutera avec celle-là. Donc, on a eu quelques pistes, en effet, à l'entraînement en opposition d'hier. Et si ces premiers éléments se confirment dans les jours à venir, on se dirigerait vers une titularisation de Gabin Villière sur l'aile gauche, une charnière 100% bordelaise avec Maxime Lucu et Mathieu Jalibert, le retour de Grégory Aldrit en numéro 8, je te rappelle qu'il avait été ménagé contre la Namibie en raison d'une petite blessure au genou, ou encore la titularisation de Bastien Chalureau dans la cage. Voilà quels sont les premiers éléments de cette composition d'équipe pour l'Italie. La suite, en quelques mots pour terminer rapidement, Marc, c'est la poursuite de ces entraînements-là, pas encore à haute intensité. On va se remettre dans le bain après ces 3 jours de repos, j'imagine, cette semaine? Alors, non, justement. Fabien Galtier, le sélectionneur, et Thibaut Giroud, le directeur de la performance du 15 de France, ont annoncé que cette semaine à Aix-en-Provence va être particulièrement salée. Ils vont faire transpirer leurs hommes pour un pic de forme attendu, évidemment, sur le quart de finale de la mi-octobre. Et le quart de finale qui voit se profiler les redoutables Springboks, bien évidemment. On ne saurait trop leur conseiller que de se préparer en conséquence. Merci beaucoup, Marc Duzan, envoyé spécial, évidemment, Midi Olympique, Rugbyrama, et du coup, le Chant du Coq également, pour suivre pas à pas l'évolution de l'aventure du 15 de France. Merci beaucoup, Marc. Merci, Thomas. Et les dernières nouvelles d'Antoine Dupont qui ont inspiré notre technicien en chef et statisticien Frédéric Pimenta qui sera avec nous dans quelques secondes. Écoutez. Dans ces époques troublées, tu es entouré par l'intrigue, par le danger. Relève la tête. Je te conduis vers la liberté. Un grand film d'aventure. Un pour tous, tous pour un. L'homme au masque de fer.
Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. J'accueille Léo Faure, rédacteur en chef adjoint de Midi Olympique et Rugby-Rama. Ton analyse sur ces 3 semaines complètes, c'est que le vieux continent au rugby n'est pas encore mort. C'est même plus qu'une analyse, c'est un constat factuel sur ce qu'on a pu voir jusque-là. Il faut repartir un petit peu en arrière. Il y a 8 ans, l'Europe ne plaçait aucune nation en demi-finale de la Coupe du Monde, dans la Coupe du Monde pourtant disputée en Angleterre. Et cette fois, on a vu le premier week-end l'Angleterre battre l'Argentine, la France battre la Nouvelle-Zélande. Et ce week-end, dans les 2 immenses affiches, le Pays de Galles a fait exploser l'Australie et l'Irlande a donc battu l'Afrique du Sud. Si bien qu'on pourrait et on devrait avoir 4 nations européennes aux 4 premières places des poules dans 2 semaines. Oui, alors ce week-end, c'était vraiment grandeur et décadence. Grandeur du Pays de Galles, décadence pour l'Australie. Ça, c'était vraiment extrêmement marquant. Alors après, pour la Nouvelle-Zélande et la France, un accident de parcours ? Non, je crois pas. Alors déjà, il y a le fait que ça se dispute sur nos terres, sur nos territoires. On l'a vu ce week-end, l'engouement qui a entouré l'Irlande et qui a entouré le Pays de Galles était gigantesque en tribune. L'ambiance était assez incroyable. L'ambiance aux abords des stades, mais à l'intérieur surtout. C'était une fête fabuleuse et ça, je crois que ça reste quand même un élément important qui explique déjà sur la bascule, peut-être sur les matchs de l'Irlande et de la France. Sur les autres, il y a une vraie perte de niveau du côté du Sud et tout ça, ça s'explique. Alors, ça s'explique comment ? Ça s'explique par la période qu'on a vécue depuis 2015 et notamment quelque chose qui s'appelle le Covid, qui a fait beaucoup plus de mal aux nations du Sud qu'aux nations du Nord, pour 2 raisons. C'est que les nations du Nord sont financièrement beaucoup mieux armées et donc elles ont beaucoup mieux résisté. Elles ont gardé quand même des conditions de travail, des compétitions domestiques qui sont restées très structurées, qui sont restées performantes. Pourtant, on a pu voir sur les 2 dernières années des problèmes financiers et en Angleterre et au Pays de Galles, des gros problèmes financiers. Ouais, mais qui sont plus marqués en fait, qui sont encore plus marqués dans le Sud, notamment en Australie, où vraiment le péril financier est immense, il est au moins aussi grand que le péril sportif. Et également en Argentine, où la maison argentine a du mal à joindre les 2 bouts. L'Afrique du Sud a fait le choix de rejoindre l'Europe pour rester performante, y compris sur l'aspect financier. Et bien l'on a pris, parce que c'est certainement aujourd'hui la nation qui est la mieux placée dans le Sud. Et on sait que la Nouvelle-Zélande, du coup, s'est retrouvée un petit peu isolée. Et alors, toujours très forte, mais à jouer entre soi, on perd pas mal de choses quand même en route. Et alors, que doivent faire nos amis rugbyman ou fédérations du Sud pour revenir à notre niveau ? Il y a des réflexions qui sont engagées autour de compétitions globales, mondiales, qui peuvent être une porte de sortie pour eux. Il faut prendre la géographie aussi dans tout ça. Jouer tous les 4, Argentine, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, c'était des immenses voyages. C'était beaucoup de décalage horaire. Et ça, en fait, c'est assez compliqué. Ils sont beaucoup moins proches que nous le sommes en Europe. C'est une première piste, à mon avis, qui peut s'ouvrir pour eux et qui peut les aider. Et après, il va falloir de toute façon qu'ils réfléchissent à des pistes de développement financier. Le chant du coq, le journal de la Coupe du Monde. Décryptage. C'est l'un des enjeux de cette Coupe du Monde pour le comité d'organisation La Sécurité. Et Fred Pimenta est à mes côtés pour nous expliquer tout ça. Fred, on a mis le paquet pour cette Coupe du Monde de rugby. Oui, sécurité pour assister aux rencontres, pour rentrer et sortir des stades, pour vivre dans les centres des villes hautes et prévenir du moindre danger dans une époque où les tensions ne manquent pas, surtout en France. Donc le paquet, comme tu l'as dit, a été mis car l'enjeu est de taille. Il faut laver l'affront de la finale de la Ligue des champions de foot au Stade de France et son spectacle affligeant. Il faut montrer à 1 an des JO que la France peut recevoir la planète. Et cette Coupe du Monde de rugby arrivait donc à point nommé, à la fois à répétition et communication. Barrage filtrant dans un rayon de 1 à 2 km autour des stades, surveillance aérienne et c'est la nouveauté, un dispositif anti-drone. Mis au point par Thales, le système a été éprouvé une première fois lors du match du tournoi Destination France-Pays de Galles. Il s'appelle Parade et le système a pour but de neutraliser tout type de drone. Explication Thierry Bon, responsable des solutions anti-drone chez Thales. Sur le système Parade, on a mis un radar dernière génération. Donc on va savoir en permanence s'il y a une potentielle menace dans la zone qui est à surveiller et à protéger. On a un radar qui a une portée instrumentée à 5 km. Le système intelligent va lui dire voilà, c'est telle fréquence. Et l'opérateur, il a la fréquence, il sait où est le drone. Il n'a plus qu'à prendre la décision d'appuyer sur le bouton brouillage. C'est-à-dire que le drone ne va plus recevoir de signal de son pilote, soit il se pose, ou alors il va retourner vers un point préprogrammé. Donc en fait, il va annuler sa mission si c'était vraiment un drone menaçant.
Plus de 200 heures de surveillance anti-drone, donc des snipers postés sur les toits des stades afin de prévenir une intrusion quelconque. L'objectif est simple, se sentir protégé et profiter du spectacle en toute sécurité. Et pour l'instant, on touche du bois, c'est une réussite. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Dans le reste de l'actu de ce mondial, on commence par cette rumeur qui enflait déjà avant le match de dimanche, mais qui a pris encore plus d'épaisseur depuis la gifle reçue par l'Australie face au pays de Galles. Eddie Jones est annoncé avec insistance du côté de la sélection japonaise. Nul doute que si les Wallabies venaient à sortir de la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire, le sélectionneur Eddie Jones, déjà sélectionneur du Japon en 2015, ne ferait pas de vieux os. Elle est irrégulière, abîmée, ça va perturber nos plans tactiques et c'est embêtant. Ces mots sont ceux de l'entraîneur du club de foot de Lille, Paolo Fonseca, qui s'est plaint hier de l'état de la pelouse du stade Pierre-Mauroy, qui a accueilli plusieurs matchs, dont France-Uruguay. Malgré le travail remarquable des jardiniers, les pelouses de cette Coupe du Monde commencent un petit peu à souffrir aux grandes dames de nos amis du ballon rond. Pour rappel, les demi-finales et la finale se tiendront uniquement au Stade de France pour ne plus perturber la tenue de la Ligue 1. Courage, amis footeux! Et enfin, un chiffre venu des derniers tests physiques fidjiens, 56 cm, c'est le tour de mollet de Joshua Tuisova, ce qui est un record dans la compétition. Autre fait amusant, sur le TGV du Loup, la mention mensuration Tuisova était dans le top 10 des recherches Google au lendemain du match Fidji-Pays de Galles. Hors norme, on vous a dit. Le Chant du Coq, le journal de la Coupe du Monde. Reportage. Ils étaient annoncés moribonds, voire en danger. Eh ben, ils verront les quarts de finale et en seront les favoris, en tout cas, de leur match. Ce sont les Anglais qui ont retrouvé les couleurs dans cette phase de poule après un tournoi de destination catastrophique. Le secret de cette renaissance, analyse avec Fred Pimenta et Romain Lafont, journaliste de la rédaction Midi Olympique. De retour avec Romain Lafont, notre journaliste du Midi Olympique Rugbyrama. Romain, aujourd'hui, décryptage du jeu anglais. Alors, tous les observateurs déplorent le peu d'enthousiasme dans la technique, la stratégie du 15 de la Rose. Ton expertise là-dessus? Alors c'est vrai qu'ils sont revenus à un jeu basique, fait de conquêtes, de mauls et de chandelles, de jeu au pied, avec leur artilleur George Ford. Et il faut dire qu'ils ont une arme de grand calibre avec Freddie Stewart, l'arrière, qui mesure 1m96 et qui rayonne sous les ballons hauts. Donc c'est vrai qu'avec George Ford qui a des coups de pied millimétrés et Freddie Stewart à la retombée qui rattrape peut-être tous les ballons, c'est vrai qu'ils sont revenus à ce jeu un peu minimaliste, mais qui fait une force depuis le début de la compétition, car ils ont gagné leurs 2 matchs comme ça. Qu'est-ce que peut faire une équipe en face pour contrer ce jeu hyper basique ? Alors déjà, il va falloir être fort sous les ballons hauts. Mais Thomas Ramos, par exemple, si on prend l'exemple de l'équipe de France, a montré lors du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande qu'il était puissant et fort sous les ballons hauts, qu'il arrivait à récupérer ses chandelles. Donc face à Freddie Stewart, on peut supposer que ça sera un peu plus compliqué, mais il est capable de le faire. Et puis il faut surtout mettre George Ford sous pression un maximum, aller chasser ses pieds, ses 2 pieds, parce qu'il est capable aussi bien de taper du pied droit que du pied gauche. Ça devrait le faire. 0 faute dans nos 22, même dans les 40, pour éviter que ces braves gens ne jouent avec leurs pieds. Ah, c'est sûr que face à une équipe avec un buteur de la trempe de George Ford, il faudra éviter de faire des fautes dans son camp, sinon ça peut rapidement faire 3 points et les Argentins ont subi ça à Marseille lors de leur première journée. L'éclairage donc de Romain Lafont sur le jeu de l'Angleterre. C'est la fin de ce Chant du Coq. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour ne rien rater de l'actu du mondial. Le Chant du Coq revient demain dès 8h30 comme tous les jours.